Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 34 ans et pendant 23 ans de ma vie, j'ai cru que mon père était un raté. Un homme incapable de gérer l'argent, toujours en retard sur le loyer, toujours à emprunter à droite à gauche. Un homme qui est mort sans un centime à son nom. Du moins, c'est ce que je pensais. Parce que 3 mois après son enterrement, quand une lettre de la banque postale est arrivée chez moi avec un tampon rouge marqué « Urgent », toute ma vie a basculé. Cette lettre contenait un secret qui allait changer à jamais ma vision de mon père, de l'argent et du sacrifice. Et franchement, ce que j'ai découvert ce jour-là m'a mise à genoux. Vous voyez, mon père s'appelait Michel, Michel Moreau. Un nom banal pour un homme que tout le monde trouvait encore plus banal. Il travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Un boulot ingrat, mal payé, avec des horaires qui détruisent la santé. Ma mère était partie quand j'avais 7 ans. Elle en avait marre de la galère, marre de compter chaque euro, marre de ce mari qui, selon elle, ne savait pas se bouger le cul pour gagner correctement sa vie. Je me souviens encore de ces mots exacts, lancés comme des couteaux un soir de février glacial. Michel, t'es un loser. Tu le seras toujours. Et je refuse de couler avec toi. Elle est partie avec un commercial en assurance qui roulait en BMW. On ne l'a plus jamais revu. Alors c'est mon père qui m'a élevé, seul, dans un 2 pièces miteux du 19e arrondissement, avec des murs qui sentaient l'humidité et des radiateurs qui fonctionnaient 1 jour sur 2. Je dormais sur un canapé-lit troué, lui dormait sur un matelas par terre dans la même pièce. On avait l'APL qui payait une partie du loyer et lui touchait à peine le SMIC. Chaque fin de mois, c'était la crise. On mangeait des pâtes. Encore des pâtes. Parfois avec un peu de beurre si on avait de la chance. Les marques de distributeurs les moins chères, évidemment. Tu vois le genre de vie. Une vie où chaque euro compte. Une vie où le mot vacances n'existe pas dans le vocabulaire. À l'école, j'avais honte. Mes copines avaient des vêtements Zara, Mango, parfois même Sandro pour les plus riches. Moi, je portais des fringues du marché de Barbès, des trucs usés que mon père achetait pour 3 fois rien. Je me souviens d'un manteau violet immonde que j'ai porté pendant 3 hivers, parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter un autre. Un manteau tellement moche que même les profs me regardaient avec pitié. Et mon père, lui, il s'excusait tout le temps. « Pardon ma chérie, ce mois-ci c'est CV, mais le mois prochain, ça ira mieux, promis. » Sauf que le mois prochain n'allait jamais mieux. C'était toujours la même galère, le même cycle infernal de fin de mois impossible. Ce qui me rendait dingue, c'est qu'il refusait toute aide. Ma tante Brigitte, la sœur de ma mère, lui proposait régulièrement de l'argent. Elle habitait à Lyon, elle était pharmacienne, elle avait les moyens. « Michel, laisse-moi au moins payer les fournitures scolaires d'Élise. » Il refusait systématiquement. « Non merci Brigitte, on se débrouille. » On se débrouille. Mon Dieu, comme je détestais cette phrase. On se débrouillait pas, on survivait à peine. Et son orgueil stupide nous maintenait dans cette misère. Je lui en voulais tellement. Je lui en voulais de ne pas accepter l'aide, de pas chercher un meilleur boulot, de pas se battre pour qu'on ait une vie normale. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai explosé. Une dispute monumentale un soir où on n'avait même plus de quoi acheter du pain. J'étais en terminale, j'avais besoin de livres pour le bac, et il m'avait dit qu'il fallait attendre son salaire du mois suivant. J'ai craqué. Je lui ai hurlé dessus. « Papa, mais putain, pourquoi tu fais rien de ta vie? Pourquoi t'es aussi nul avec l'argent? Maman avait raison, t'es vraiment un loser. » Ces mots me hantent encore aujourd'hui. Son regard ce soir-là. Il a rien dit. Il a juste baissé les yeux et il est sorti fumer une cigarette sur le balcon. Je l'ai vu pleurer en silence, les épaules qui tremblaient. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Après le bac, que j'ai eu avec mention bien malgré tout, j'ai foutu le camp. J'ai obtenu une bourse pour une école de commerce à Bordeaux. Une école pas terrible, mais c'était ma porte de sortie. Ma chance de fuir cette vie de misère. Je suis parti sans me requivener. Mon père m'a accompagné à la gare Montparnasse, avec ma grosse valise rafistolée au scotch. Il m'a glissé 200 € dans la main. Pour tes premières courses là-bas, ma chérie. 200 € qu'il avait certainement pas. J'ai pris l'argent sans le remercier vraiment. J'étais déjà parti dans ma tête, tu vois.
Déjà en train de construire cette nouvelle vie, loin de lui, loin de cette pauvreté qui me collait à la peau comme une maladie honteuse. À Bordeaux, j'ai bossé comme une folle. Cours en journée, boulot dans un bar le soir, études la nuit. Je dormais 4 heures par nuit. Je voulais réussir. Je voulais prouver qu'on pouvait sortir de la merde. Je voulais être l'opposé de mon père. J'ai décroché des stages dans des boîtes correctes. J'ai appris à parler le langage de l'argent, celui des bilans, des investissements, des PEA et des assurances-vie. Des trucs que mon père n'avait jamais compris, pensais-je. Cette vie passée dans la précarité m'avait au moins appris une chose. Je ne voulais plus jamais compter mes centimes. Je ne voulais plus jamais avoir peur le 25 du mois. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent. Franchement, ce que je m'apprête à vous raconter, c'est pas juste une histoire familiale. C'est une putain de leçon sur ce qu'on croit savoir des gens, sur les sacrifices invisibles, et sur comment l'argent peut révéler ou détruire tout ce qu'on pensait connaître. Mon père et moi, on s'appelait une fois par mois. Des conversations courtes, gênées. « Ça va ma chérie ?»« Oui papa, et toi ?»« Ça va. » Un mensonge mutuel poli. Je ne rentrais à Paris qu'aux grandes occasions. Noël, parfois. Encore dans ce même appartement pourri. Encore ce même canapé troué. Rien ne changeait jamais dans sa vie. Et franchement, ça me mettait en rogne. Pourquoi il ne cherchait pas à améliorer sa situation? Pourquoi il restait coincé dans cette vie de merde? Je lui avais proposé 1000 fois de l'aider à chercher un autre boulot, à apprendre à investir son argent, même sur un livret A basique. Il souriait et changeait de sujet. Le destin, cependant, avait d'autres plans. En mars dernier, j'ai reçu l'appel. 3 heures du matin. Le numéro de l'hôpital Lariboisière. Mon père avait fait un arrêt cardiaque pendant son service de nuit. Il était mort avant même l'arrivée des pompiers. 58 ans. Une vie entière passée à se crever pour un salaire de misère. Et pouf, terminé. Juste comme ça. J'ai pris le premier TGV pour Paris. J'ai pleuré pendant tout le trajet. Pas seulement parce qu'il était mort, mais parce que je réalisais qu'on ne s'était jamais vraiment parlé. Que notre relation était restée figée dans cette rancœur que j'avais développée à l'adolescence. Que je ne lui avais jamais vraiment pardonné notre passé conturbé. L'enterrement a été pathétique. 10 personnes. Quelques collègues de l'entrepôt, ma tante Brigitte venue de Lyon, 2 voisins. C'est tout. Une vie entière résumée à 10 personnes dans un crématorium glauque de Pantin. Le prêtre a prononcé des banalités sur un homme qu'il n'avait jamais connu. Personne n'a vraiment pleuré sauf moi et Brigitte. Après la cérémonie, on a dû vider l'appartement. Je m'attendais à rien. Quelques meubles pourris à donner à Emmaüs, des vêtements usés, peut-être quelques photos. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Pas de bijoux, pas d'épargne, rien de valeur. Juste la vie spartiate d'un homme qui possédait presque rien. Et puis il y avait les dettes. Ben oui, évidemment qu'il y avait des dettes. Un découvert de 800 € à la caisse d'épargne. 3 mois de loyer en retard. Des factures d'électricité impayées. J'ai tout réglé avec mes économies en serrant les dents. Même mort, papa, qui me coûte encore de l'argent. J'ai pensé avec amertume. Ma tante Brigitte m'a regardé avec tristesse. « Élise, ton père t'aimait plus que tout au monde, tu sais. » J'ai pas répondu. Qu'est-ce que je pouvais dire? Que l'amour ne paie pas les factures? Que son amour s'était manifesté par 20 ans de galère. 3 mois plus tard, donc, cette fameuse lettre. Recommandée avec accusé de réception. La banque postale. Madame Moreau, nous vous informons que vous êtes la bénéficiaire d'un compte appartenant à feu Monsieur Michel Moreau. Merci de prendre contact avec notre service succession dans les meilleurs délais. Mon cœur s'est arrêté. Un compte? Quel compte? Mon père avait un compte à la banque postale. J'ai immédiatement pensé à une erreur, ou pire, à une arnaque. Mais le papier en tête semblait légit. J'ai appelé le numéro indiqué, les mains tremblantes. La conseillère qui m'a reçue s'appelait Madame Dutour, une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en chignon strict, lunettes sur le bout du nez. Elle m'a fait asseoir dans un bureau froid de l'agence du boulevard de Strasbourg. « Madame Moreau, votre père possédait effectivement un compte chez nous, un compte qu'il a ouvert il y a 26 ans. 26 ans. L'année de ma naissance. » Un compte?
sur lequel il effectuait des virements automatiques mensuels, sans jamais y toucher. Elle a fait pivoter son écran vers moi. J'ai vu le solde. J'ai cru que j'allais vomir. 243 000 euros. 243 000 putains d'euros. C'est une erreur, j'ai murmuré. Il avait pas d'argent. Il était pauvre. On était pauvres. Madame Dutour a secoué la tête doucement. Votre père versait entre 200 et 400 euros par mois sur ce compte. Chaque mois. Sans exception. Depuis 26 ans. Elle a sorti d'autres documents. Des relevés. Page après page de virements réguliers. Février 1999, 250 euros. Mars 1999, 200 euros. Avril 1999, 300 euros. Et ainsi de suite. Pendant des centaines de pages, des milliers de virements. Il avait également souscrit quelques placements. Un PEA avec des actions LVMH et Total Energy. Quelques ETF diversifiés. Rien de très sophistiqué, mais géré avec beaucoup de discipline. Je ne comprenais pas. Comment était-ce possible? On crevait de faim. On n'avait rien. Et il a laissé des instructions, a continué Madame Dutour, en me tendant une enveloppe jaunie, à ouvrir uniquement en cas de décès, pour sa fille Élise. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à déchirer l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture penchée de mon père, cette écriture que je reconnaissais entre mille. Ma chérie adorée, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. J'espère que tu m'en veux pas trop. J'espère surtout que tu pourras comprendre. Quand ta mère est partie, j'ai pris une décision. Je me suis dit qu'elle avait peut-être raison, que j'étais peut-être un raté. Mais j'avais toi. Et je me suis juré que tu ne finirais pas comme moi, que tu aurais une chance dans la vie. Alors j'ai ouvert ce compte, un compte secret. Chaque mois, je mettais de côté tout ce que je pouvais. 200, 300 euros, parfois plus quand je faisais des heures sup. Parfois moins quand c'était vraiment trop dur. Je me suis privée de tout. J'ai mangé des pâtes pendant 26 ans pour que toi, un jour, tu puisses manger ce que tu veux. J'ai porté les mêmes vêtements troués pour que toi, tu puisses t'acheter ce qui te plaît. Je sais que tu m'en as voulu. Je sais que tu as eu honte de moi. C'est normal. Mais comprends que chaque sacrifice était un acte d'amour. Chaque euro économisé était une déclaration d'amour silencieuse. J'ai étudié l'investissement tout seul. J'allais à la bibliothèque municipale pendant mes jours de repos. J'ai lu des livres sur la bourse, sur les ETF, sur comment faire fructifier l'argent. Des bouquins comme Père riche, Père pauvre, l'homme le plus riche de Babylone. J'ai appris qu'un homme pauvre peut devenir riche s'il sait se priver maintenant pour investir dans demain. Alors, c'est ce que j'ai fait. Chaque mois, religieusement. Même quand c'était insupportable. Même quand toi, tu me hurlais dessus que j'étais un loser. Parce que tu avais raison sur un point. Je ne voulais pas que tu vives la vie que j'ai vécue. Je voulais te donner les moyens de choisir. Les moyens de ne jamais dépendre de personne. Les moyens d'être libre. Cet argent est à toi. Entièrement. Fais-en ce que tu veux. Mais je t'en supplie, ma chérie. Ne le gaspille pas. Ne fais pas de moi un homme qui a souffert pour rien. Investis-le. Fais-le grandir. Apprends à le gérer. Deviens celle que je n'ai jamais pu être. Une femme financièrement indépendante et éduquée. C'était mon rêve pour toi. Mon seul rêve. Je t'aime plus que ma propre vie. J'espère que tu le sais maintenant. Ton papa qui t'aimera toujours. Michel. J'ai pleuré comme jamais je n'avais pleuré. Des sanglots incontrôlables, violents, qui venaient du plus profond de mes tripes. Madame Dutour m'a tendu une boîte de mouchoirs en détournant pudiquement le regard. Tout ce temps, toutes ces années, il savait que je le prenais pour un raté. Et il ne m'en avait jamais voulu. Il avait juste continué, mois après mois, année après année, à construire en secret mon avenir. Pendant que je le méprisais, pendant que je lui en voulais, pendant que je le traitais de loser, il lui épargnait chaque centime pour moi. Cette révélation finale a tout changé. Tout ce que je croyais savoir sur mon père, sur notre vie, sur le sacrifice, tout s'est effondré et reconstruit en quelques minutes. Tu vois, pendant 23 ans, j'avais vécu avec une vérité. La vérité d'un père pauvre et incapable.
Et en quelques minutes, dans ce bureau froid de la banque postale, cette vérité s'est révélée être un mensonge. Mon père n'était pas pauvre d'esprit. Il était l'homme le plus riche que j'ai jamais connu. Parce que la vraie richesse, celle que personne ne peut te voler, c'est la capacité de sacrifier ton confort présent pour l'avenir de ceux que tu aimes. Mon père t'avait cette richesse-là. Et moi, avec mon école de commerce et mes cours de finance, je n'avais rien compris. Les semaines suivantes ont été une période de reviravolta complète. J'ai relu la lettre des centaines de fois. J'ai épluché tous les relevés bancaires. J'ai vu la discipline, la constance, le sacrifice mathématique de chaque virement. Février 1999. 250 € alors que son salaire était de 1100 €. Il lui restait 850 € pour vivre. Pour nous faire vivre tous les deux. Loyer, bouffe, électricité, tout. Pas étonnant qu'on mangeait des pâtes. Pas étonnant qu'il refusait l'aide de Brigitte. Parce qu'accepter son aide aurait signifié moins d'argent à mettre de côté pour moi. Chaque refus était un oui à mon avenir. Chaque non merci, on se débrouille, était en réalité oui, je continue de construire ton héritage Prohabida. Prohabida parce que s'il m'en avait parlé, j'aurais refusé. J'aurais exigé qu'on vive mieux maintenant. J'ai aussi découvert qu'il avait une vie doupla, en quelque sorte. Pas au sens infidèle du terme, évidemment, mais une double vie financière. D'un côté, le Michel que tout le monde connaissait. Pauvre, limite SDF, incapable de joindre les deux bouts. De l'autre, le Michel secret. Investisseur discipliné, épargnant méthodique, stratège patient. Il avait même un petit carnet trouvé au fond d'un tiroir avec des notes sur ses investissements, des calculs de rendement, des projections. Si je mets 300 € par mois pendant 25 ans avec un rendement moyen de 6%, j'aurais, et les chiffres correspondaient presque exactement à ce qu'il y avait sur le compte. Cet homme que je croyais ignorant avait compris l'essentiel. La discipline bat le talent. La régularité bat le génie. Le temps bat l'impatience. Cette révélation a provoqué chez moi un point de virada total. J'ai commencé à étudier sérieusement les finances personnelles. Pas juste pour mon goulot, mais pour comprendre ce que mon père avait compris avant moi. J'ai dévoré des livres. Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. J'ai ouvert un compte Boursorama pour suivre mes dépenses. J'ai téléchargé Bankin pour analyser où partait mon argent. J'ai découvert que je claquais 600 € par mois en conneries. Restaurants, fringues, Uber, des dépenses émotionnelles pour combler un vide. Exactement ce que mon père avait refusé de faire. J'ai pris une décision irréversible. Je n'allais pas dépenser cet héritage. J'allais continuer ce qu'il avait commencé. J'ai placé la majorité sur un PEA, diversifié sur des ETF World et Europe, comme il l'avait fait. J'ai gardé 50 000 en sécurité sur une assurance vie en fonds euros. Le reste, je l'ai investi dans ma formation. Des cours en ligne sur l'investissement, des séminaires, des livres. Je suis devenu obsédé par l'éducation financière, parce que mon père me l'avait dit dans sa lettre. Ne fais pas de moi un homme qui a souffert pour rien. Il fallait que je sois digne de son sacrifice. Et tu sais quoi? Ma vie a complètement changé. Pas à cause de l'argent en lui-même, mais à cause de ce que cet argent représentait. La preuve qu'on peut partir de rien et construire quelque chose. La preuve que la discipline vaut mieux que le talent. La preuve qu'un gardien de nuit peut être plus intelligent financièrement qu'un commercial en BMW. J'ai commencé à appliquer ces principes. Épargner automatiquement, investir régulièrement, vivre en dessous de mes moyens. Ne pas chercher la gratification immédiate. Cette chute apparente de notre niveau de vie pendant mon enfance était en réalité une ascension silencieuse vers la sécurité financière. 6 mois après avoir reçu l'héritage, j'ai eu une crise de conscience. Ma tante Brigitte m'a appelé. « Élise, j'ai quelque chose à te dire. Ton père, il venait me voir parfois à Lyon, en secret. Il me posait des questions sur l'argent, sur comment investir, sur les livres à lire. Je lui prêtais de l'argent parfois, mais il me remboursait toujours, même quand je lui disais que c'était pas nécessaire. Il était têtu, ton père, mais pas stupide, jamais stupide.
Nouvelle révélation. Nouveau moment décisif. Mon père avait demandé de l'aide. Juste pas de la façon dont je l'imaginais. Il n'avait pas demandé d'aumône. Il avait demandé du savoir, de la connaissance, les seules choses qui transforment vraiment une vie. J'ai commencé à partager cette histoire autour de moi. D'abord timidement, avec des amis proches, puis plus ouvertement. Les réactions étaient incroyables. Des gens pleuraient en m'écoutant. Des gens me disaient qu'ils avaient aussi un parent qu'ils avaient mal jugé, que cette histoire leur avait ouvert les yeux sur leurs propres préjugés, sur comment la pauvreté visible peut cacher une richesse invisible, sur comment on peut se tromper complètement sur les gens qu'on aime. Un an après la mort de mon père, j'ai eu la plus grande revirvolta dramatica de ma vie. J'ai croisé ma mère. Oui, celle qui était partie quand j'avais 7 ans. Celle qui avait traité papa de loser. Je faisais mes courses dans un carrefour du 15e arrondissement quand je l'ai vue. Elle avait vieilli, mal vieilli. Elle faisait la queue aux caisses avec un caddie rempli de marques discount. Elle m'a reconnue immédiatement. « Élise !»« Oh mon Dieu, Élise, c'est toi ?» Son sourire faux, trop lâche. « Tu es magnifique, ma chérie. Écoute, on devrait se voir, discuter, rattraper le temps perdu. » J'ai compris instantanément. Elle avait entendu parler de l'héritage. Va savoir comment. Les ragots de famille, probablement. Elle était revenue pour l'argent. Encore et toujours l'argent. « Comment tu vas, maman ?» J'ai demandé calmement. « Oh, tu sais, pas terrible. Le divorce avec Jean-Marc. Il m'a laissé sans rien. J'ai de mal à joindre les deux bouts. Mais bon, on fait aller, tu vois. » Elle attendait que je propose de l'aider, que je sorte mon chéquier, que je joue les bonnes filles reconnaissantes. J'ai souri. « Écoute, maman, je suis désolée pour tes problèmes, mais papa m'a appris quelque chose d'important avant de mourir. Il m'a appris qu'on récolte ce qu'on sème. Tu as semé l'abandon, tu récoltes la solitude. Tu as semé le mépris, tu récoltes l'indifférence. Papa, lui, a semé l'amour et le sacrifice pendant 26 ans. Et j'ai récolté un héritage qui vaut bien plus que l'argent. J'ai récolté la compréhension de ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. » Son visage s'est décomposé. Tu as vraiment reçu de l'argent de Michel ? Mais il était pauvre, il était fauché. Un rire sans joie. C'est ce que tout le monde croyait, y compris moi. Mais la vérité occulte, c'est que papa était plus riche que tous les Jean-Marc de ce monde. Parce qu'il savait ce qui comptait vraiment. Et franchement, maman, je te souhaite de trouver un jour ce que papa avait compris. Mais je ne peux rien faire pour toi. Au revoir. Je suis partie sans me retourner. Ça aurait pu sembler cruel. Mais c'était la plus belle justice inesperada que je pouvais offrir à mon père. Le refus de laisser son sacrifice être souillé par celle qui l'avait méprisé. Aujourd'hui, 2 ans après sa mort, je vis différemment. Je suis pas devenue millionnaire. Je n'ai pas démissionné pour faire le tour du monde. Non, j'ai gardé mon boulot en finance à Bordeaux. Je loue toujours 1-2 pièces, pas très différent de celui de mon enfance finalement. Mais j'épargne 50% de mon salaire, chaque mois, comme papa. J'investis régulièrement sur mon PEA, des ETF principalement. Rien de fancy, rien de sexy. Juste la même discipline qu'il m'a enseignée en silence pendant toutes ces années. Et mon patrimoine grandit. Lentement, sûrement. Comme le sien a grandi. J'ai aussi créé quelque chose qui me tient à cœur. Un petit blog où je raconte l'histoire de mon père. Où je partage ce que j'ai appris sur l'argent, l'investissement, l'épargne. Je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent que l'histoire de Michel les a inspirés. Qu'ils ont commencé à épargner pour leurs enfants. Qu'ils ont arrêté de juger les apparences. Qu'ils ont compris que la vraie richesse est invisible. Cette victoire silenciosa, ces petites transformations dans la vie des gens, c'est l'héritage vivant de mon père. Son sacrifice continue de porter des fruits bien au-delà de moi. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message d'une femme de Marseille. Elle s'appelait Nathalie. Elle m'écrivait « Élise, j'ai lu l'histoire de votre père. Je pleure en vous écrivant. Mon mari travaille comme agent d'entretien. On galère. Nos enfants se plaignent qu'on n'a pas d'argent. Je me sentais tellement coupable. Votre histoire m'a fait réaliser qu'on peut transformer notre situation.
On a ouvert un compte d'épargne la semaine dernière. On met 100 € par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est un début. Merci d'avoir partagé ça. Vous avez changé notre famille. J'ai pleuré en lisant son message, parce que c'était exactement ça. Le legs de papa n'était pas juste l'argent, c'était l'espoir. La preuve qu'on peut changer son destin avec de la discipline et du sacrifice. Ben voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'un père que j'ai cru rater pendant 23 ans. L'histoire d'un secret qui m'a transformé. L'histoire d'un héritage qui valait bien plus que 243 000 €. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est l'argent au final? C'est juste un outil, un moyen, pas une fin. Mon père m'a légué bien plus que de l'argent. Il m'a légué la compréhension que la vraie richesse, c'est la capacité de se sacrifier pour ceux qu'on aime. C'est la discipline de faire chaque jour ce qui est difficile pour récolter demain ce qui est beau. C'est la sagesse de différer la gratification immédiate pour construire quelque chose de durable. Et toi, qui écoutes cette histoire, je te pose la question. Qu'est-ce que tu construis en silence? Qu'est-ce que tu sacrifies aujourd'hui pour ton avenir ou celui de tes enfants? Ou est-ce que tu vis dans la gratification immédiate, en achetant tout ce que tu désires, sans penser au lendemain? Parce que regarde, je vais te dire un truc que les banques et les pubs ne te diront jamais. Tu n'as pas besoin de gagner énormément pour devenir riche. Mon père gagnait à peine le SMIC et il a construit un $250 000. Comment? En épargnant entre 15 et 25% de son salaire tous les mois, pendant 26 ans, sans jamais arrêter. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, ouvre un compte d'épargne séparé. Ça peut être un livret A à la caisse d'épargne, c'est gratuit et sécurisé. Ou un PEA chez Boursorama ou DeGiro si tu veux investir en bourse. Deuxièmement, automatise. C'est crucial. Mets en place un virement automatique le jour où tu reçois ton salaire. 10% pour commencer. Tu verras même pas la différence. Troisièmement, éduque-toi. Lis des livres. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Ces livres coûtent 15 € et peuvent transformer ta vie. Télécharge des apps comme Bankin ou Linkso pour suivre tes dépenses. Tu découvriras où part ton argent. Spoiler alerte, probablement dans des conneries dont tu te fous. Quatrièmement, investis. Si tu as peur de la bourse, commence petit. 50 € par mois sur un ETF World. C'est un panier diversifié d'actions du monde entier. Rien de compliqué. Pas besoin d'être un génie. Mon père ne l'était pas et regarde ce qu'il a accompli. Cinquièmement, et c'est le plus important, sois patient. La magie des intérêts composés ne se voit pas en 6 mois. Elle se voit en 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mon père a attendu 26 ans. Toi, combien de temps es-tu prêt à attendre pour ta liberté financière? Tu vois, la vraie révélation dans tout ça, c'est que devenir riche n'est pas une question de chance ou de talent exceptionnel. C'est une question de discipline et de temps. C'est une question de sacrifier les plaisirs immédiats et stupides pour construire quelque chose de solide. Mon père aurait pu dépenser ses 300 € mensuels en cigarettes, en bière, en conneries, comme font 90% des gens. Au lieu de ça, il a choisi de me les donner, de nous les donner, à notre avenir commun. Et cette justice, cette victoire silencieuse sur la pauvreté, sur le mépris, sur les Jean-Marc en BMW qui finissent divorcés et fauchés, elle est accessible à tout le monde, y compris toi. Oui, toi, derrière ton écran. Toi qui penses peut-être que c'est trop tard, que t'as pas assez d'argent, que t'es trop vieux ou trop jeune. Stop. Mon père a commencé à 32 ans avec un salaire de misère et 2 bouches à nourrir. S'il a pu le faire, tu peux le faire. La vérité occulte de notre société, c'est que le système veut que tu restes pauvre. Les pubs veulent que tu dépenses. Les banques veulent que tu t'endettes. Le crédit à la consommation, les achats en plusieurs fois, les promotions, acheter maintenant, payer plus tard, tout est conçu pour te piéger, pour que tu restes dans la roue, pour que tu continues de bosser 40 ans en échangeant ton temps contre de l'argent que tu dépenses immédiatement. Mon père a refusé ce jeu. Il a joué un autre jeu. Le jeu de l'accumulation patiente. Le jeu des intérêts composés.
le jeu de la liberté à long terme. Et franchement, c'est le jeu le plus puissant que tu puisses jouer. Parce qu'au bout du compte, l'argent c'est du temps. L'argent c'est de la liberté. L'argent c'est des choix. Mon père a sacrifié son temps et sa liberté pour que j'ai plus de choix que lui. Et maintenant, c'est à moi de transmettre cette leçon. C'est à moi de continuer ce qu'il a commencé. Pas juste avec l'argent qu'il m'a laissé, mais avec la philosophie qu'il m'a enseignée. Alors si tu retiens une seule chose de cette histoire, retiens celle-ci. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Ouvre ce compte d'épargne. Mets de côté 10 €, 50 €, 100 €. Ce que tu peux. Mais commence. Parce que dans 20 ans, tu seras soit 20 ans plus vieux avec du regret, soit 20 ans plus vieux avec un patrimoine. Le choix t'appartient. Mon père a fait son choix il y a 26 ans. Quel est le tien? Et toi, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de subir et commencer à construire? Quand vas-tu décider que ton passé conturbé, tes erreurs, ta situation actuelle ne définissent pas ton avenir? Mon père était un gardien de nuit fauché. Il est devenu mon héros. Il est devenu la preuve vivante que n'importe qui peut changer son destin avec de la discipline et de l'amour. Alors vas-y, prends cette décision. Fais ce premier virement. Achète ce premier livre. Télécharge cette première app. Change ton histoire. Si cette histoire t'a touché, si elle a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Parce que je continuerai de partager des histoires comme celle-ci. Des histoires de gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires. Des histoires qui prouvent que la vie n'est pas une fatalité. Que le changement est possible. Que l'ascension est à portée de main pour ceux qui sont prêts à faire les sacrifices nécessaires. Laisse un commentaire en me disant quelle leçon tu retires de l'histoire de mon père. Dis-moi quelle sera ta première action concrète aujourd'hui pour prendre le contrôle de tes finances. Je lis tous les commentaires. Et qui sait, peut-être que ton histoire sera la prochaine que je raconterai. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir permis à l'histoire de mon père de vivre à travers vous. Il s'appelait Michel Moreau. Il était gardien de nuit. Il était mon héros. Et maintenant, grâce à vous, il est peut-être aussi le vôtre. À bientôt, et que votre propre révélation finale vous transforme autant que la mienne m'a transformé.